3 dernières décennies, les notions de mondialisation et de délocalisation ont dominé les échanges économiques mondiaux. Au cours des 40 à 50 dernières années, les frontières se sont peu à peu ouvertes et les restrictions se sont réduites, permettant aux marchandises, aux capitaux et, dans une moindre mesure, aux individus de circuler plus librement. En parallèle, les grandes multinationales ont déplacé une grosse partie de leur production, en particulier les process les moins complexes, vers les pays où la main-d'œuvre est moins chère et les réglementations plus souples. Aujourd'hui, lorsqu'un smartphone arrive sur le marché, il est assemblé avec des composants de plusieurs pays. Et comment ne pas parler de l'usine du monde, la Chine? Elle représente près de 30% de la production industrielle mondiale et c'est la raison pour laquelle elle est devenue la puissance économique qu'on connaît aujourd'hui. Ces dernières années, les multinationales s'y étaient ruées pour implanter leurs usines de production, mais aussi pour tenter de conquérir son marché gigantesque, près d'1,4 milliard de consommateurs. Sauf qu'aujourd'hui, le moteur chinois est en train de caler. L'arrivée de Trump à la Maison Blanche et la montée des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ces dernières années ont marqué un tournant décisif. En février 2018, les US se sont lancés dans une véritable guerre économique contre la Chine. Résultat, à partir de décembre 2019, près de 250 milliards de dollars de marchandises made in China étaient soumises à un droit de douane de 25%. Une mesure que Biden a décidé de maintenir en plus d'introduire de nouvelles restrictions sur les transferts de technologie avec la Chine. Et la situation ne fait qu'empirer. Faut dire que les images de Xi Jinping et Poutine qui font copain-copain et les menaces continues contre Taïwan n'ont pas aidé. Les tensions à Taïwan obligent les multinationales à repenser le risque chinois. Les frontières qui s'étaient estompées après la mondialisation commencent à se reformer. Et on parle pas seulement de la Chine. Grâce à la mondialisation, d'autres pays comme la Corée du Sud et Taïwan sont aussi devenus des fournisseurs majeurs pour l'Occident. À Taïwan, on produit les semi-conducteurs les plus avancés au monde, des puces cruciales pour les entreprises états-uniennes de la tech ou de la défense, comme Apple ou Lockheed Martin. Et ouais, les puces taïwanaises équipent même les F-35. Du coup, qu'est-ce qui se passerait si la Chine décidait de bloquer ou d'envahir Taïwan et donc de rompre ses chaînes d'approvisionnement? Quelle serait la réaction des multinationales dans un tel scénario? Ou si les tensions entre les US et la Chine montaient d'un cran? Quel serait le risque géopolitique? Et surtout, niveau réputation, leur image de marque risque d'en prendre un coup. Les multinationales seraient-elles alors contraintes de quitter le marché chinois? Beaucoup de réflexions sont en cours sur les alternatives possibles. Jusqu'à que devons-nous faire en cas de guerre? Devrions-nous cesser nos opérations en Chine? Comment pouvons-nous maintenir nos activités et surmonter les éventuels blocages? Georges Wuttke, directeur de la Chambre européenne de commerce en Chine. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a changé beaucoup de choses. Toutes les spéculations autour d'un possible conflit sino-taïwanais ont gagné en crédibilité. Aujourd'hui, la Chine fait face à sa première crise économique majeure depuis 1978 et la situation devient très brouillonne pour les investisseurs étrangers et les multinationales. Sans complètement abandonner le navire chinois, de plus en plus d'entreprises pensent sérieusement à délocaliser une partie de leur production hors de Chine. Depuis le début de la guerre commerciale, les importations états-uniennes en provenance de Chine ont baissé de 5 points. Ça représente quand même près de 117 milliards de dollars. En plus, en opposition à l'offshoring traditionnel, le concept de nearshoring commence à se développer. En gros, c'est de l'offshoring, mais à proximité, de préférence avec les pays voisins. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'alternative viable. Pourtant, pour les entreprises états-uniennes, il y a bien un pays avec une main-d'œuvre nombreuse, des salaires relativement bas, voire inférieurs aux salaires chinois, et une garantie totale d'approvisionnement, le Mexique. L'ère mexicaine. Malgré la violence, le narcotrafic ou la corruption généralisée, l'économie mexicaine s'est beaucoup développée ces dernières années. Et c'est pas un hasard. Tout commence en 65 avec le lancement du programme d'industrialisation frontalière qui permet aux entreprises étrangères qui souhaitent exporter leurs marchandises de s'installer dans les parcs industriels mexicains afin de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Sont par exemple exemptées de droits de douane pour l'importation de fournitures et de pièces d'assemblage. Ces usines, on les appelle des maquiladoras, elles sont à la base de la puissance industrielle mexicaine qu'on connaît aujourd'hui. C'est là qu'est née par exemple l'industrie automobile mexicaine qui génère aujourd'hui plus de 2 millions d'emplois. D'ailleurs, aujourd'hui, l'excédent commercial que le Mexique tire de l'industrie automobile est supérieur à celui du commerce du pétrole, du tourisme et des transferts d'argent. Les remesas, ces fonds que les travailleurs mexicains émigrés aux États-Unis envoient à leurs familles qui sont restées au Mexique.
Après le lancement de ce programme, l'économie mexicaine a connu 2 nouveaux événements clés. D'abord au début des années 80, quand le pays a abandonné certaines mesures protectionnistes et qu'il a opté pour un nouveau modèle économique. Depuis, il a signé des accords de libre-échange avec plus de 40 pays et il est devenu l'une des économies les plus mondialisées au monde. Et c'est justement l'un de ces accords de libre-échange qui constituera la seconde révolution de l'économie mexicaine, celui signé en 94 avec les États-Unis et le Canada, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Depuis, la part des exportations dans le PIB mexicain est passée de 12 à près de 40%. Aujourd'hui, le Mexique est un acteur majeur de l'industrie automobile, mais aussi de l'aérospatial et le médical. General Motors, Boeing, Bombardier, Kia, Lego, le fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce et plein d'autres y ont implanté leurs usines. C'est aussi le 6e producteur mondial dans la tech et la 3e destination mondiale pour les investissements étrangers dans le secteur aérospatial. Évidemment, la proximité avec les États-Unis y est pour beaucoup. Au cours des 28 dernières années, le commerce bilatéral US-Mexique a augmenté en moyenne de plus de 8% chaque année. Et la tendance, elle va pas ralentir. En 2022, les exportations mexicaines vers son voisin du Nord ont augmenté de près de 20%. Et malgré les débats côté Yankee sur cette frontière, chaque minute, 1 million de dollars de marchandises y passent dans un sens comme dans l'autre. Près de 1,5 milliard de dollars chaque jour. Ça se passe pareil qu'en Chine. Les designs industriels et les pièces les plus avancées sont importées des États-Unis, mais aussi du Japon, de Taïwan ou de Corée du Sud. Les produits sont ensuite façonnés et assemblés au Mexique avant d'être exportés vers les USA. Mais petit à petit, de plus en plus d'entreprises y implantent des activités plus complexes, ce qui explique pourquoi le Mexique est, après la Chine, le 2e fournisseur des US, et pas si loin derrière. Alors que la part de la Chine dans les importations états-uniennes est passée de 27% à environ 22%, la part du Mexique est restée stable autour de 16 à 17%. Et c'est sans compter sur l'énorme avantage du Mexique sur la Chine, le nearshoring. Pour l'industrie états-unienne, c'est tout bénef. Des connexions routières et ferroviaires, donc grande facilité d'accès, nos relations commerciales privilégiées grâce aux accords économiques, et puis une main-d'œuvre relativement jeune, bien formée et bon marché. Et un bonus, c'est que cette main-d'œuvre est aujourd'hui moins chère qu'en Chine. Et la liste des avantages est longue. Outre la frontière avec les États-Unis, le Mexique a accès à la fois à l'océan Pacifique et Atlantique. Une position stratégique pour importer des composants à la fois d'Asie, des États-Unis et d'Europe. Le Mexique est aussi le 8e pays avec le plus grand nombre d'ingénieurs diplômés par an. Et un conteneur prend moins de 5 jours pour aller du Mexique jusqu'à New York contre 40 jours depuis Hong Kong ou Shanghai. Donc sur le papier, le Mexique est de loin la meilleure option pour les entreprises états-uniennes qui souhaitent délocaliser. Mais qu'est-ce que ça implique pour le Mexique? Le nearshoring, c'est une opportunité ou un effet de mode? La vérité, c'est qu'en 2021, les investisseurs états-uniens ont investi plus d'argent au Mexique qu'en Chine. La Bank of America estime que si la tendance se poursuit, les exportations mexicaines pourraient augmenter de près de 30% au cours des prochaines années. Ça représenterait tous les ans près de 150 milliards de dollars supplémentaires. Et le résultat, c'est la création de millions d'emplois. Si l'État accompagne cette croissance avec intelligence en mettant en place des mesures de protection sociale et en renforçant son code du travail, alors on peut espérer une nette amélioration des conditions de vie du Mexicain moyen. À l'heure actuelle, le potentiel de croissance de l'économie mexicaine avoisine les 5 à 6% par an. Donc, si tout se passe bien, la prochaine décennie pourrait bien être celle du Mexique. Ou pas. AMLO, un trouble fait? Alors si c'est vrai que le Mexique a plein d'arguments à faire valoir, il y a aussi de gros obstacles à surmonter. Déjà, le Mexique n'a pas su capitaliser sur la guerre commerciale sino-états-unienne. Sa part dans les importations US a très peu évolué depuis le début du conflit économique. Le déclin de la Chine a surtout profité à d'autres économies asiatiques. La plupart des gains sont allés à l'ASEAN, à l'Inde et à la Corée du Sud. Pour l'instant, les données de pénétration des importations états-uniennes ne confirment pas l'hypothèse selon laquelle le Mexique a été un bénéficiaire net de la délocalisation. Et depuis 2015, l'investissement en capital fixe, c'est-à-dire les machines, usines, bâtiments, bureaux, etc., a ralenti au point que depuis 2019, il diminue. Pire, ces dernières années, l'économie mexicaine a été l'une des moins dynamiques d'Amérique latine. Pourquoi? Faut voir le contexte politique.
Le plus grand obstacle auquel le Mexique doit faire face pour développer son full potentiel et devenir une alternative crédible à la Chine, c'est le pays lui-même. Par exemple, le président Andrés Manuel López Obrador, plutôt défavorable aux investissements étrangers, a suspendu l'activité de ProMéxico, l'agence gouvernementale chargée d'attirer les investissements étrangers dans le pays. Pas de réforme ou d'encadrement, l'agence a juste été fermée. En plus, les infrastructures présentent d'énormes lacunes, mais le gouvernement continue de fermer les yeux et préfère consacrer ses fonds à des projets avec peu ou pas de rentabilité, comme le train Maya par exemple, un train touristique pour visiter la péninsule du Yucatan. Et ce genre de gros titres n'aide pas forcément. 12 juin 2022, le Mexique s'en prend aux entreprises privées, menaçant de décennies de croissance économique. 14 janvier 2023, le tournant autocratique du Mexique devrait inquiéter les États-Unis. AMLO veut renationaliser le secteur du pétrole, du gaz et de l'électricité. Et il n'a pas hésité à fermer des centrales électriques privées ou à bloquer les terminaux portuaires d'importation de carburant. Il a aussi suspendu les nouvelles enchères pour l'exploration d'hydrocarbures, paralysé de nouveaux investissements privés dans le secteur de l'électricité. Il a même fait adopter une loi qui force le réseau électrique à prioriser la distribution de l'électricité produite par la CFE, l'équivalent d'EDF, alors même qu'elle est plus chère et plus polluante. Résultat, l'électricité au Mexique est 40% plus cher qu'aux États-Unis, un point très négatif pour les industriels, où il y a ça aussi. 20 avril 2022, le Mexique nationalise le lithium dans le cadre des efforts du président populiste pour étendre le contrôle de l'État. Cette initiative menace le seul projet de lithium viable au Mexique. AMLO n'aime ni les multinationales ni les investissements étrangers. Du coup, il leur met des bâtons dans les roues. Son attitude a même conduit plusieurs sénateurs états-uniens à exiger une intervention immédiate contre ce qu'ils considèrent comme une agression contre l'accord de libre-échange nord-américain. Le problème, c'est qu'à cause de tout ça, le Mexique peut passer à côté d'une occasion en or, l'accès préférentiel au marché nord-américain. Et la faible croissance de ces dernières années ne présage rien de bon. L'accélération pour la première fois depuis plus de 10 ans de l'émigration mexicaine vers les USA suggère que la situation se dégrade pour les classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, les parcs industriels dans le nord du pays sont saturés et de plus en plus d'entreprises étrangères s'intéressent au Mexique. Il a toutes les cartes en main pour réussir. S'il parvient à réduire l'incertitude économique, s'il améliore ses infrastructures et s'il adopte une politique favorable aux investissements étrangers, le Mexique pourrait bien devenir un acteur incontournable de la prochaine décennie. Maintenant, à toi, le Mexique va-t-il réussir à saisir cette opportunité? Comment le gouvernement pourrait-il accélérer cette tendance? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire. Comme d'hab, oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à Diplo. Merci de ton écoute, ciao et hasta la vista.